présentateur, c'est M. Bleou Bernard. M. Bleou Bernard, vous allez voir un peu sa biographie dans les papiers que vous avez. Bleou est un expert indépendant. Il est spécialiste des questions genre et extrémisme violent. Il va présenter le résultat d'une étude qu'il a faite avec Dr Ngoran Parfait et Dr Aziz Moussi. Et cette présentation va porter sur les signaux précurseurs de l'extrémisme violent dans les zones nord de la Côte d'Ivoire. Monsieur Bleou, à vous le micro. Vous avez 20 minutes et 15 minutes de questions. Une étude que nous avons réalisée sur les signaux d'alerte précoce dans les départements de Téni et de Kong. Voilà, donc je disais que l'étude était réalisée par 3 chercheurs qui font partie du groupe de chercheurs sur l'extrémisme violent. Okay. Donc, l'étude s'inscrit dans le cadre du programme Résilience pour la paix et vise à identifier les signaux avant-coureurs d'attaque dans les localités ayant eu en leur sein des organisations d'extrémisme violent actives. Et à terme, c'est pour avoir une compréhension fine des signes annonciateurs de l'extrémisme violent pour guider stratégiquement les interventions de l'État et de FOPIS, notamment à travers la surveillance de la manifestation ou non des 10 signes précoces dans les autres communautés locales et dans les autres communautés, localités, et prendre à temps les mesures idoines pour ne pas que cela arrive. L'étude s'est effectuée à Téni, Zepou, Toubo, Moro, Bolé, au niveau du Boukani et Kafolo, au niveau du Tchologo. La période, c'était du 27 septembre au 7 octobre 2022. Voilà, comme question de recherche, nous avons eu une question principale qui est comment sont consignés les signes annonciateurs de l'action et de l'implantation des organisations de violence extrémistes dans la mémoire collective. Et il y a eu 2 questions aussi qui ont accompagné. Quelles sont les causes perçues et puis les acteurs impliqués et les modes opératoires. Donc, voici un peu le plan suivi par cette présentation. Bon, au niveau des signaux, au niveau des premiers résultats, c'est-à-dire l'histoire locale des attaques des groupes extrémistes violents, nous avons pu consigner 31 signaux qui ont été subdivisés en 4 grandes catégories et en 13 sous-catégories. Nous avons des signaux de mobilisation des ressources par les groupes extrémistes et on a des braquages, c'est des braquages des commerces, braquages des grands commerçants. On a des vols de bétail en grande quantité. On a des enlèvements contre rançon. Et cela se passe dans les différentes localités où vous voyez les points bleus. C'est là où on a recueilli ces histoires de vols, d'enlèvement contre rançon et puis d'approvisionnement en quantité. Au fait, ils s'approvisionnent en vivres et en carburant en grande quantité. Nous avons aussi comme deuxième catégorie des signaux de présence supposés des GV. Et cela à travers des rumeurs de présence des groupes extrémistes, des apparitions de personnes d'apparence inhabituelle, souvent les jours du marché ou quand la population va au champ et elle rencontre des personnes inhabituelles. On a, au niveau de la troisième catégorie de signaux, on a des signaux d'intimidation des populations par les GV. Et on a des présences assumées, comme à Bolé, où pendant le mois de Ramadan, ils ont assiégé le village pendant 1 heure pour faire passer des messages en déclinant leur identité, en étalant tous les armements
et en les menaçant. Nous avons également l'utilisation d'armes à feu. Par exemple, il y a des chasseurs qui les ont vus dans le parc. Et pour ne pas que ceux-là aillent raconter leur présence, ils ont tiré sur eux. Et ils ont tiré sur des personnes comme ça qui les ont rencontrées pour les menacer. Nous avons aussi des déplacements massifs des populations burkinabées. Quand il y a des attaques de l'autre côté, il y a des déplacements des populations. Et les populations que nous avons rencontrées ont vu cela comme un signe. Parce que quand il y a ce mouvement, les jours qui viennent, il y a des attaques. Nous avons aussi des enlèvements par intimidation. Il y a eu beaucoup d'enlèvements, les enlèvements des riches commerçants. Nous avons en quatrième position des signaux déclencheurs d'attaque par les groupes et les extrémistes violents. C'est comme c'est des ripostes. Par exemple, quand les FDS font des opérations, ils doivent s'attendre automatiquement à la réaction des groupes extrémistes. Il y a aussi des attaques qui ont été suivies de coupures d'électricité, comme par exemple l'attaque du camp de Téini et puis la prise en otage du village de Bolé. C'était précédé par une coupure d'électricité. Et puis nous avons aussi dans cette catégorie des signaux tels que des embuscades. En fait, ils appellent les FDS pour leur dire que, par exemple, on a une présence de GV dans tel ou d'ici, et quand les FDS viennent, ils posent des explosifs. Et cette carte nous montre l'axe routier avec les coupeurs de route. Beaucoup de braquages, ce sont en réalité ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les coupeurs de route. Et vous allez voir que les axes qui sont en rouge, de Bolé jusqu'à Toubo, on prend l'axe Mapina, Kafolo, Bolé, Moro, Toubo, Bavé. Et il y a l'axe aussi Téini, Doropo. Tous ces attaques qu'on a relevées se sont déroulées sur ces axes-là. Et ces attaques ont ciblé spécialement les grands commerçants, les opérateurs économiques, les acheteurs d'anacades et autres. Maintenant, nous avons le tableau des incidences des groupes d'extrémistes violents selon le récit des enquêtés. Vous allez voir des attaques, les différentes attaques. Il y a les attaques armées, il y a les poses d'engins explosifs improvisés, il y a les intimidations et puis il y a les destructions. Par exemple, à Kafolo, il y a eu la pose d'engins explosifs improvisés, à Bolé également, sur l'as Bolé-Kafolo, sur l'as Kafolo-Mapina et Bolé-Kafolo. Maintenant, il y a eu des attaques avec mort d'homme, l'attaque d'une patrouille de la gendarmerie en 2020. L'attaque de Kafolo, la première attaque de Kafolo, ça a eu lieu en juin pendant la nuit, en juin 2020, et la deuxième attaque a eu lieu le 29 mars 2021 avec des victimes qui sont, comme on appelle ça, en gras. Nous avons aussi eu des poses d'engins explosifs improvisés sur l'as Petit-Nassien Kafolo. On a eu également ces engins aussi explosifs au niveau des ZEP Togolokai. Il y a eu également sur l'as Govitan-Gogo. Et il y a eu des engins explosifs aussi qui ont été posés mais qui n'ont pas explosé, que la population a découvert et informé les forces de l'ordre qui sont venus les désactiver. Maintenant, comme mode opératoire, nous avons la non-revendication des attaques. Quand ils font des attaques, ils ne revendiquent pas. Il y a l'utilisation des engins à 2 roues pour le déplacement. Souvent, ils viennent à moto, des colonnes de moto avec 2 personnes par moto. Et c'est la prise en otage de Bolé qui nous a permis d'avoir ces informations. Parce qu'ils sont venus, ils disent qu'ils sont venus au moins avec 40 motos, donc 2 personnes par moto. On a le recours à la diversion.
La diversion, c'est quoi? Par exemple, ils viennent en petit groupe de 3 motos, peut-être ils sont 6, ou bien 2 motos, ils sont 4. Et ils arrivent dans un camp. Les camps militaires, quand ils arrivent, ils encerclent le camp. Et ils commencent à attaquer de ce côté-là pour attirer les forces de l'ordre là-bas. Quand les forces de l'ordre commencent à aller de ce côté-là, ceux qui sont postés ici tirent en désordre. Et les forces de l'ordre ont l'impression qu'ils sont nombreux. Et ils créent la psychose. On a le recours aussi à la tactique de dissimulation. Par exemple, ils utilisent des langages codés. Par exemple, ils disent que les poulets sont passés ici. Ils ont des agents qui sont dans la population. Ils utilisent ces langages-là pour pouvoir faire passer les messages. Et souvent, ils viennent en prospection, ils se transforment en bouviers, en boutiquiers ou bien des clients ordinaires le jour du marché. Souvent, mais il y a des hommes qui portent le voile intégral comme une femme. Et pour lever tout soupçon, souvent ils mettent un bébé au dos, comme s'ils étaient véritablement des femmes, alors que c'est des hommes. Les causes perçues, mobiles et cibles des agressions des GV. Pour le moment, les cibles, c'est les FDS, les personnes qui les dénoncent, et puis certaines populations. Et vous voyez un peu les verbatims qui sont là. Il y a une des causes qui est de se venger des dénonciateurs des GV, des pratiquants de l'islam local et des injustices dont les peuples auraient été victimes dans les conflits agriculteurs-éleveurs. Nous sommes là pour un conflit islamique. Si vous ne pouvez pas nous aider, ne nous dénoncez pas. On nous a dit que c'est la population de Bolé qui nous dénonce auprès des forces de défense et de sécurité. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Sinon, prochainement, quand nous allons revenir ici, il n'y aura plus personne. C'est nous qu'on appelle les djihadistes. On n'a pas oublié tout ce que vous avez fait au Peul en 2016 à Bouna. Voilà, d'autres causes aussi. Promesse de suppression de la présence militaire et des raquettes. Nous sommes là pour les militaires et rien d'autre. On n'a pas peur de les affronter. Nos armes sont très puissantes et on a le soutien des pays puissants. C'est nous qui allons finir par gouverner ici et personne d'autre. Si vous nous aidez à gouverner ici, vous n'allez plus payer d'impôts, ni les 1 000 francs et 2 000 francs pour passer les corridors. Vous allez circuler librement sans pièces. Et ça, c'est un peu cette histoire de... C'est-à-dire qu'ils veulent embobiner la population, surtout les personnes qui ont des engins à 2 roues, contre les FDS qui souvent, pendant les contrôles, les stockent de l'argent. Ici, nous avons les changements induits par les actions des groupes terroristes et les stratégies locales de résilience que la population a adoptées face à ces attaques-là. Et nous allons voir qu'il y a 3 types de stratégies. On a l'absorption, l'adaptation et puis la transformation. Et tout ce que vous voyez en bas, en bleu, c'est des acteurs. Parmi les acteurs, on a des transporteurs, on a des commerçantes, on a des agriculteurs, on a les autorités administratives et sécuritaires, la chefferie, les forces de défense et de sécurité, les jeunes, les élèves, les instituteurs, les leaders religieux, les peuples et la population. Et à chaque type de population, à chaque partie prenante correspond une stratégie de résilience. Vous voyez, par exemple, les Peuls. Les Peuls, parmi les échanges, ils nous ont dit que pour s'adapter à la situation, quand il y a une attaque dans une localité, quand ils sont stigmatisés, ils se déplacent pour aller vers d'autres localités. Mais ça, cette stratégie de résilience est une absorption. Parce que c'est un peu comme en gestion des conflits, on parlait d'évitement. Il y a un conflit, au lieu de résoudre le conflit, on préfère l'éviter. Donc ça veut dire qu'on ne répare pas le problème, mais on le déplace. Il y a eu aussi des situations d'adaptation. Voilà, on voit les leaders religieux aussi.
qui ont, compte tenu de la situation, avec des mesures, parce que quand tu prends la zone de Kafolo, Bolé, Tougo, il y a un couvre-feu. Un couvre-feu, à partir de 19h, les engins à moteur ne doivent plus circuler. Et à partir de 21h, non 21h, les personnes ne doivent plus circuler. Et comme en général, ils font des cérémonies la nuit, donc ils ont adapté ces cérémonies-là. On les faisait un peu plus tôt. Même on dit le Malououd qui se passe la nuit. Une année, ils ont fait ça dans la journée pour éviter comment on appelle ça, d'empiéter, d'aller contre les mesures instaurées par les autorités. Et on a les populations, par exemple à Moro, qui ont un système de maillage, un système interne de maillage du village par des jeunes informateurs, qui fait que quand il y a présence de quelqu'un qui est inconnu, très vite, la chefferie est au courant et la chefferie transmet le message soit au sous-préfet ou bien aux autorités sécuritaires. Donc c'est un peu ce système-là qu'ils ont mis en place pour faire face à la situation qui s'impose à eux. Comme méthodologie de recherche, nous avons opté pour une approche historique structurée autour des témoignages et récits des autorités administratives, militaires, traditionnelles et des communautés. Nous avons fait une enquête qualitative qui est avec 40 entretiens et 15 focus group avec 3 grandes catégories d'acteurs. Et on a pu échanger avec 199 personnes, avec 49 femmes, dont 25% de nos interviewés. Comme méthode d'analyse, c'est l'analyse des contenus du discours des interviewés, des rapports d'études et d'enquête, une approche descriptive, comparative et analytique de type ethnographique. On a fait une comparaison aussi avec la situation. On avait un chercheur béninois parmi nous pour pouvoir faire cette comparaison-là. Au niveau des défis, le premier défi était lié à l'accès aux communautés. Avec la psychose qui règne, où tout le monde soupçonne l'eau d'espions, c'était difficile de pouvoir échanger avec des gens qu'on ne connaît pas. Et comme moyen de contournement, nous sommes appuyés sur les facilitateurs communautaires de Equal Access qui sont dans la population, dont ils jouissent d'un capital confiance auprès de ces populations-là. Nous avons aussi usé des pratiques d'immersion telles que les alliances à plaisanterie entre les 2 enquêteurs que nous avons choisis pour mener l'étude avec nous. Bon, voici le deuxième défi aussi, c'était l'impraticabilité de certaines routes villageoises, dont Zepo. Donc nous avons utilisé des motos pour s'y rendre. Donc comme limite d'étude, en termes de limite, notre étude s'est focalisée sur 6 localités. Donc nous n'avons pas la prétention de régler tous les problèmes qui se passent au nord. Mais ce que nous retenons, c'est que ces résultats de l'étude ont une valeur ajoutée indéniable et elles peuvent aider à l'élaboration de stratégies afin de prévenir les attaques dans d'autres zones. En termes de recommandations, nous avons formulé des recommandations à l'endroit de Equal Access et du gouvernement. Au niveau de Equal Access, renforcer les initiatives locales de veille et d'alerte par des sessions de formation à l'endroit des jeunes, des femmes et des leaders communautaires ou religieux sur les signes avant-coureurs de la présence ou des modes d'action des GV. Encourager à accompagner des élus locaux, les sous-préfets, les préfets dans un travail de mémoire sur les attaques. Identifier avec l'appui des communautés les modèles locaux de réussite et encourager le partage de leur expérience avec les jeunes ou femmes à risque. Aussi changer de paradigme ou être flexible dans le cadre des interventions de A4P au sein des communautés en soutenant de façon concrète des initiatives locales portées par des jeunes et des femmes et en offrant dans les limites des ressources disponibles des réponses à certaines préoccupations des populations. Ça peut être des réhabilitations d'écoles, de centres de santé, de points d'eau, appui en intrants agricoles en Babélé pour protéger les potagers contre la divagation des animaux. Bon, à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire aussi, on a fait des recommandations. Voici en image la mosquée de Bolé qui a été prise en otage. Ils sont en train de construire une nouvelle mosquée parce qu'ils disent que celle-ci a été souillée. Donc ils sont en train de construire une nouvelle mosquée. Ça, c'est les techniques aussi de résilience.
Voici les initiatives locales. Ici, c'est un potager, il y a une rizière, les potagers d'oignons des femmes pour les femmes de Moro-Moro. Et à Bolé aussi, les femmes, les jeunes filles ont leur association. Elles font du maraîcher, elles font du commerce, elles font beaucoup de choses. Ainsi prend fin notre présentation. Je vous remercie. Au cours de sa présentation, la seule partie où il a fait cas des femmes, c'est le fait que des hommes s'habillent en turban avec des bébés au dos pour se faire passer pour des femmes. Je voudrais savoir, est-ce qu'au cours de ces études-là, l'implication des femmes n'a pas été identifiée? Et si oui, comment, quel est le mode opératoire de l'implication des femmes dans les attaques extrémistes violentes? Je dirais qu'il y a un certain nombre d'indicateurs que l'administration doit suivre et aussi il y a un certain nombre d'indicateurs que les communautés doivent suivre. Et pour cela, il faut effectivement sensibiliser les communautés. Et vous avez vu que tout de suite, le monsieur est revenu sur les parcs. Et pour moi, à mon avis, c'est un signal très important où tout concorde, où tout nous dit que effectivement, ces parcs-là sont de plus en plus une zone d'intérêt, un centre d'intérêt pour ces groupes armés terroristes. Pour ce qui concerne le Burkina, au départ, on a fait la même erreur de penser que ça ne les intéressait pas, de penser qu'ils ne vont pas se sanctuariser dans les parcs. Mais il se trouve qu'ils ont ce qu'on appelle une économie politique des ressources naturelles. Ils s'accaparent les ressources naturelles des communautés qu'ils veulent assujettir, et ces communautés sont presque contraintes de se rallier ou de basculer de leur côté. Et ces ressources naturelles-là, on a les parcs, on a l'orpaillage artisanal, on a le bois, comme on a dit, on a aussi les trafics, comme étant donné que c'est des zones transfrontalières, on a les trafics de carburant, les trafics de drogue, etc., et même la vente de bétail. Et donc, c'est cet accaparement qui les permet, dans certaines zones, d'avoir la collaboration des populations. Maintenant, pour ce qui concerne les femmes, on dira par exemple chez nous que, moi je suis burkinabé, donc chez nous, les femmes d'abord, elles sont les premières victimes. Parce que 83% des personnes déplacées internes, ce sont des femmes. Elles sont des fois contraintes de collaborer avec les groupes armés terroristes parce qu'ils enlèvent leurs fils, ça c'est par la force, ou deux fois, les familles sont obligées, pour l'effort de guerre, de soit donner l'argent, soit remettre un enfant qui va participer à la guerre. Et cela, ça contraint effectivement la maman ou la sœur à donner le renseignement, c'est-à-dire donner des informations que les groupes armés veulent, ou bien à déposer ce qu'on appelle des mines, des UED, parce qu'elles sont plus discrètes et parce qu'on prête moins attention à ces femmes-là. Ou bien, et généralement, la plupart des cas, c'est le renseignement humain que servent les femmes. Et les groupes armés ont un certain nombre de dispositifs qui les permettent d'avoir le renseignement qui leur donne une avance sur les forces de défense et de sécurité et sur toute l'administration en général. Ce qui fait que tout déplacement des forces de défense et de sécurité est connu minute par minute presque. Donc, ils n'ont pas besoin des moyens sophistiqués que nous utilisons. Ils utilisent les femmes comme renseignement humain et ça marche très bien. Donc, c'était ma contribution. Madame Kwasi Odette, dans votre intervention, vous avez parlé de signaux des extrémistes violents dont la présence est assumée. Je suppose que c'est ça, il y a un mot qui manque. Je voudrais avoir plus d'éclaircissement sur ce signal. Merci. Au niveau de la question de Mme Kwasi Odette, si elle voulait avoir plus d'éclaircissement sur la présence assumée. La présence assumée, je vais vous prendre des cas. À Bolé, il y a eu une prise d'otage. Il y a eu certainement aussi à Togolokai, selon l'intervention à un atelier du sous-préfet. Mais nous connaissons le cas de Bolé, où ils sont venus à visage découvert
Et ils assumaient, ils ont donné même leur nom, c'est nous. Est-ce que vous connaissez les djihadistes? C'est nous, on appelle djihadistes. Ils ont assumé cette présence-là. Ils ont assumé tout ce qu'on entend autour. Vous voyez, il y a eu ces présences-là. Il y a eu d'autres présences qui s'apparentent à la catégorie de présence assumée, où il y a des planteurs, des agriculteurs qui les ont rencontrés à la frontière. Ils étaient à moto avec une colonne de moto avec des fusils. Mais comme ces planteurs-là n'ont rien dit, ils ne leur ont rien fait, ils sont passés. Mais quand ils sont venus, ils ont raconté. Il y a eu aussi d'autres que les femmes ont rencontrés et elles les ont salués. Ils n'ont pas répondu. Mais ils étaient habillés, voilà, de la façon dont les gens commencent à les reconnaître. Parce que l'avantage de ces caractéristiques des groupes extrémistes au niveau de Bolé, Kafolo et Moro, c'est que c'est des localités qui sont très proches du Burkina. Or là-bas, les djihadistes sont présents. Ils ont de la famille. D'autres même sont déjà allés là-bas. Donc ils savent. Ils savent comment ils sont habillés. Ils savent comment ils opèrent. Ils savent comment les reconnaître. Et ils sont là. Donc de temps en temps, ils font des incursions au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est des présences, ils les voient. Et ils assument cette présence-là. Puis ils sont venus, puis ils ont dit, c'est nous, on appelle djihadistes. Ils ont assumé. Ils n'ont pas dit que ce n'est pas nous, mais ils ont dit, c'est nous. Vous les cherchez là, c'est nous. Vous voyez? Donc ils ont assumé. Au niveau des femmes, dans les entretiens qu'on a eus, on n'a pas encore eu ce parcours-là de femmes en tant que, comment on appelle ça, des femmes qui sont, pas pareil, qui sont actrices. La plupart, elles subissent. Quand il y a des attaques, les femmes subissent. Elles sont des victimes. Mais l'autre histoire que je vais vous raconter, c'est au niveau de Bolé, ce qui est arrivé. Vous voyez, c'est des gens qui étudient un peu tout ce qui se passe. Ils savent qu'au nord, on a affaire à des communautés où les questions d'égalité des gens là rencontrent vraiment... ça ne passe pas. Les histoires d'égalité, voilà, l'égalité des gens là, ça ne passe pas parce qu'on a des cultures très, très, très conservatrices. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont arrivés à Bolé, ils disent aux femmes que quand nous allons venir ici, là, vous n'avez plus préparé. C'est vos maris qui vont préparer pour vous. Voyez, ils vont préparer pour vous, ils vont faire, comme on appelle, le ménage. Vous êtes là, vous faites des enfants, vous suivez des enfants. Vous voyez? Ils savent ce qui se passe là. Ils savent que la femme est reléguée au second plan. Que c'est des choses qui ne passent pas. Donc ils viennent dire non. Si vous nous aidez, parce que c'est des méthodes de recrutement des femmes. Si vous nous aidez, quand on va venir, c'est comme ça. Et il y a une femme qui nous a raconté qu'effectivement, au niveau du Burkina, elle a des cousines qui ont été mariées de force par ces djihadistes-là, qu'elles ne font rien. Si elles ont besoin d'1 million, le monsieur va sur l'extrémiste là, il va se débrouiller, il va lui envoyer les 1 million. Vous voyez? Donc c'est des tactiques, c'est des techniques, c'est des appâts pour avoir les femmes. Mais bon, pour le moment, avec l'étude que nous avons effectuée, nous n'avons pas eu ce genre de cas. Seulement que toutes les femmes qu'on a identifiées, en réalité, c'était des hommes déguisés. Bon, moi, ce n'est pas une question, c'est une contribution, puisque j'ai été partie prenante de l'étude. Généralement, les femmes, en matière de stratégie de résilience, on a identifié les femmes qui sont vraiment partie prenante. Dans le schéma, c'est vrai que sur le slide, ce n'était pas très visible. Mais par exemple, les commerçantes, elles ont changé de lieu d'approvisionnement. Voilà, il y a des commerçantes qui, dans les zones proches du Burkina, allaient souvent au Burkina, mais depuis un certain temps, elles descendent vers Ferke ou Bouaké pour pouvoir s'approvisionner en produits vivriers. Et puis, il y a le développement d'activités agricoles à proximité des villages. Ça aussi, les femmes sont très impliquées dans cette stratégie économique de résilience. Mais comme le collègue l'a dit, on n'a pas, dans le cadre de notre étude,
identifié des femmes qui auraient été actrices dans le mode opératoire, le mode de pénétration des GEV dans ces zones-là. Donc c'est la précision que j'ai voulu apporter sur l'intervention de mon collègue. Merci bien.